à tous sur cette capsule qui va traiter des processus de décision du consommateur. Petite illustration donc de la difficulté de choisir une paire de chaussures suivant la situation. Donc dans cette capsule, on va s'intéresser à ce processus de décision qui mène à un comportement. Donc d'abord, ce processus il peut varier selon l'implication. Si vous choisissez une bouteille de vin pour une soirée avec votre famille, ben c'est pas pareil que si vous choisissez une bouteille de vin pour un dîner avec votre patron. Donc suivant l'implication, le processus de décision peut être différent et vous n'allez pas mettre la même intensité dans chacune des étapes. Ce processus de décision il peut aussi varier d'un produit à l'autre. Si vous achetez une voiture, c'est un achat impliquant, donc vous allez probablement mettre beaucoup d'intensité dans chacune des étapes, tandis que vous achetiez un pack de bière pour une soirée, vous allez probablement avoir un processus de décision beaucoup plus court et concentré. De même, la situation peut aussi modifier le processus de décision. Si vous devez décider dans l'urgence par rapport à la situation que vous devez choisir rapidement, le processus de décision va être plus court et donc certaines étapes risquent d'être un petit peu négligées. Une classification des processus de décision repose sur la classification d'Howard. Howard il propose une classification intéressante des décisions d'achat en distinguant selon trois types l'expérience du consommateur. Vous avez les achats routiniers. Donc la décision d'achat effectuée à plusieurs reprises, la catégorie de produits est bien connue, le choix est fait sur la base de l'ensemble évoqué. Donc vous achetez régulièrement des pâtes, vous ne vous posez pas de questions, vous prenez à peu près toujours les mêmes dans les marques que vous connaissez. Les achats de difficulté modérée. Donc là c'est une décision un petit peu plus difficile, la catégorie de produits est connue mais pas toutes les options. Une recherche d'informations est nécessaire, l'ensemble évoqué n'est pas encore bien défini. Donc il y a un premier niveau de complexité qui nécessite un processus de décision un petit peu plus poussé. Et enfin, le plus poussé, ce sont pour les achats complexes. Donc là, vous n'avez pas d'expérience, les critères de choix et les options sont mal connus, une recherche d'information est nécessaire. Habituellement, le consommateur consacre davantage de temps et d'énergie à des produits complexes dont le prix est élevé, qui comportent de fortes connotations sociales. En ce sens, les caractéristiques d'un produit influent sur le processus de décision suivi pour son achat. Ainsi, l'achat d'une boîte de mouchoirs apparaît moins complexe, moins cher et moins chargé de signification symbolique qu'une paire de chaussures. Donc pour synthétiser cette approche de Howard, on peut s'attendre à ce que le consommateur consacre moins de temps et d'énergie à son achat quand c'est un achat peu impliquant. Cependant, il faut se rappeler que l'expérience du consommateur avec une catégorie de produits est une variable importante. Pour un consommateur inexpérimenté, l'achat d'une boîte de mouchoirs peut se révéler un processus complexe aussi. Donc ça dépend aussi de chacun des consommateurs. Donc ce processus il est séquentiel. Vous avez les achats complexes. Si vous faites régulièrement le même achat complexe, il va devenir un achat de difficulté modérée, puis un achat routinier. Donc selon Howard, plus les consommateurs accumulent de l'expérience avec les produits et les marques, plus le processus d'achat tend à se simplifier, comme un processus d'achat séquentiel. Attention, c'est l'expérience du consommateur avec la catégorie de produits et la marque qui est le facteur de classification et non le type d'achat. Pour certains consommateurs expérimentés, l'achat d'une voiture sera un achat presque routinier, tandis que pour d'autres, l'achat d'une bouteille de vin sera un achat complexe. Donc ça dépend des consommateurs. Toujours dans ce processus de décision, donc il y a la perspective expérientielle, donc qui est un modèle logico-rationnel qui a été fortement critiqué et donc est proposé par Holbrook et Hirschman en 82, qui dit que le processus de décision il vise à optimiser le plaisir, la détente, la socialisation, et donc que ce serait basé sur cette recherche hédoniste, et donc que tout le processus de décision serait vu à travers donc cet aspect hédonisme, et donc c'est une recherche qui a été critiquée. Pour continuer cette introduction, les différents types de décisions des consommateurs, ça va être quoi acheter, quelle quantité acheter, où acheter, quand acheter et comment acheter. Donc ce sont toutes les décisions que l'on retrouve en comportement du consommateur. Donc pour cette petite introduction, on va maintenant s'intéresser vraiment donc au moteur de la décision.
Donc on peut classer en différentes parties donc, et voir cette décision comme un processus donc avec différentes étapes. Donc vous avez ici la classification du livre et la classification qu'on va retenir dans le cours, il y a qu'une case qui est un petit peu différente, c'est la participation à la place de la consommation. Et ça permet aussi de faire l'acronyme donc propre pour faciliter la mémorisation du processus de décision. Donc la première étape, c'est la prise de conscience d'un problème. Vous avez ensuite le consommateur, il va rechercher de l'information. Il va classer les différentes options et choisir la meilleure option. Puis il y a la participation, l'acte de consommation et enfin l'évaluation de son processus de décision. Donc on va maintenant voir ces différentes étapes de manière séparée. D'abord, il y a le problème. Tout part d'un problème, d'un besoin. Donc c'est ce qui est très important en marketing, c'est d'identifier les besoins des consommateurs, donc que ce soit des besoins latents ou des besoins exprimés. Donc ce problème, ces besoins, ce sont des perceptions qui résultent de facteurs individuels, situationnels. Ce n'est pas toujours le même niveau d'urgence, ça provoque des niveaux d'implication personnelle différents et ce n'est pas toujours la même complexité, donc pour reprendre l'étude de Ward. Ce qui peut influencer les réponses à ce besoin, c'est la manque d'un produit, l'insatisfaction liée à un produit, la création d'un nouveau besoin par les entreprises et l'influence des autres, le besoin de variété. Donc tous ces éléments vont influencer sur le besoin des consommateurs. Vous avez ici quelques illustrations donc, de publicité qui tentent de créer des besoins chez les consommateurs. Les déterminants de la reconnaissance d'un problème, donc vous avez les facteurs circonstanciels avec les achats antérieurs, l'épuisement des stocks, le bris, l'usure, la mode, l'anticipation de revenus, les différents événements, anniversaires, naissances, déménagements, donc qui vont jouer sur les besoins, qui vont créer de nouveaux besoins. Et les facteurs individuels, donc sensibilité à l'influence sociale, besoin de variété, donc qui peuvent aussi amener la reconnaissance d'un problème, d'un nouveau besoin. Donc vous avez deux méthodes de recherche pour découvrir les besoins, les problèmes des consommateurs. Vous avez d'abord l'analyse des activités. Donc on va décortiquer une ou des activités courantes des consommateurs afin de relever les problèmes, les besoins qui peuvent être résolus par des produits ou des services. Vous avez ensuite l'analyse des produits. On demande à des consommateurs de décrire en détail comment ils utilisent divers produits et on essaie de trouver des problèmes susceptibles d'être résolus. Donc vous avez ici une illustration de la reconnaissance d'un problème en analysant les activités. Donc on peut analyser une consommatrice donc, qui aime le skateboard comme ma blonde. Et puis d'un coup elle a un enfant et donc là comment on pourrait concilier donc, cette activité. Et donc des ingénieurs proposent le longboard poussette qui permet de joindre les deux. Donc voilà, et à partir de l'analyse du comportement du consommateur, on a pu faire émerger un besoin. Donc suite à ce besoin, à l'identification du problème, le consommateur il va rechercher quelles sont les solutions disponibles. Donc il va mener une recherche interne, regarder dans ses expériences passées quelles avaient été les solutions qui avaient fonctionné. Donc par exemple, si j'ai soif, je vais réfléchir, la dernière fois que j'ai eu soif, qu'est-ce que j'avais pu boire comme boisson? Est-ce que j'avais bu une limonade? Est-ce que j'avais bu de l'eau? Qu'est-ce qui m'avait permis de me désaltérer? Donc ça, c'est la recherche interne. On essaye de faire appel à notre mémoire et à nos expériences passées. La nature de ces informations recherchées, on va essayer d'identifier les critères de choix, les critères que je dois utiliser pour faire un choix, les options disponibles, quels sont les différents produits, marques ou services qui ont permis de répondre à ce besoin, et la position donc, des options sur ces critères de choix. Si dans la recherche interne, dans ma mémoire, je ne trouve pas de solution adéquate ou si c'est un objet très impliquant et que je souhaite vraiment agrandir mon ensemble évoqué, je peux aller faire de la recherche externe. Je peux aller demander à mes amis, à ma famille, à mon ami Google, quelles sont les solutions, donc par exemple pour s'hydrater, pour se désaltérer, qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Donc je vais aller faire une recherche externe.
Donc là, il y a une classification de ces sources d'information. Il y a les sources personnelles non commerciales, donc les amis, la famille, les sources indépendantes, les sources commerciales, donc aller regarder au sein de l'entreprise quels sont les produits proposés, qu'est-ce qu'ils en disent, et les sources expérientielles. Et aussi, vous avez donc des magazines comme Protégez-vous, donc qui peuvent aussi vous proposer différentes solutions. Donc là, la première étape, c'était le besoin, le problème. Ensuite, le consommateur, suite à ce besoin, à ce problème, il a recherché, dans la deuxième étape, quelles étaient les solutions qui permettaient de répondre à ce besoin. Donc, il a listé l'ensemble des solutions qui permettaient de répondre aux besoins. La troisième étape concerne l'option. Comment on va choisir la meilleure option qui répond à notre besoin. Donc, c'est l'évaluation des différentes solutions. Suivant donc dans cette étape, eh ben le consommateur il va évaluer la qualité de la recherche d'informations et suivant cette évaluation, eh ben il va peut-être, s'il n'arrive pas à choisir, à identifier la bonne option, il va repasser en étape de recherche d'informations donc pour isoler la bonne option. Pour choisir la bonne option, ben, il y a plusieurs règles de décision qui permettent de choisir. Vous avez la règle conjonctive. Ça suppose que le consommateur il établit un seuil minimal d'acceptation pour chaque critère de choix considéré, puisqu'il détermine les options qui respectent tous ce seuil. Donc vous avez ici l'exemple à l'écran. Vous avez la règle disjonctive. Cette règle suppose que le consommateur il établit à nouveau un seuil minimal pour chaque critère de choix, et que ces seuils seront sans doute moins exigeants que précédemment, car le consommateur accepte une option dès qu'elle atteint le seuil d'un seul de ces critères. Vous avez la règle d'élimination par critère. Donc pour faire un choix, le consommateur ne retient que les options qui respectent le seuil fixé pour le critère classé premier. Puis il passe au second critère par ordre d'importance au besoin, et ainsi de suite, jusqu'à n'avoir plus, si possible, qu'une option acceptable en fin de compte. Donc ça permet comme ça de sortir les options qui ne conviennent pas. Vous avez la règle lexicographique. Le consommateur ordonne les critères de décision du plus important au moins important et choisit l'option la mieux positionnée par rapport au critère le plus important. Donc à nouveau l'illustration ici. Ensuite, un petit peu plus complexe, la règle linéaire compensatoire. La règle linéaire compensatoire suppose que le consommateur attribue des scores de performance à chacune des options pour tous les critères, ainsi que des scores d'importance pour chacun des critères. Il calcule alors un score global pour chacune des options en multipliant le score de performance et le score global. L'option choisie est celle qui obtient le meilleur score global. Donc vous avez ici l'illustration de la règle linéaire compensatoire. Toutes ces règles sont relativement complexes. Et donc dans la réalité, eh ben, le consommateur il va généralement utiliser des heuristiques, des règles de simplification. Pour aller plus vite, il va faire des raccourcis dans ces différentes règles pour isoler la meilleure option. Ces règles de simplification, eh ben, il y a trois heuristiques. Il y a la disponibilité. Donc c'est un heuristique qui fait référence à notre tendance naturelle à utiliser les exemples qui nous viennent à l'esprit pour estimer la probabilité d'un événement. Il y a l'heuristique d'ancrage qui fait référence à notre tendance naturelle à être influencé par la première estimation qui nous est offerte et à ajuster notre jugement par la suite. Et enfin, l'heuristique de représentativité qui fait référence à notre propension à utiliser la similarité pour associer un objet à une catégorie en général. Donc, c'est trois règles qui simplifient ce processus de choix de la meilleure option. Quels sont les facteurs alors qui influencent notre prise de décision, le fait de retenir une option parmi les autres? Et il y a 5 facteurs qui sont déterminants. Il y a le processus de la séquence, l'expérience antérieure, le format de présentation des informations, le temps disponible pour sélectionner la meilleure option et la quantité d'informations à traiter qui vont nécessiter du coup plus ou moins de complexité pour isoler la meilleure option. Si on regarde du point de vue recherche, comment se concrétise la recherche autour de cette sélection de la meilleure option? Vous avez la méthode des protocoles où vous allez demander à un consommateur qui vous dise tout ce qui lui passe par l'esprit et donc vous allez voir comme ça quelles sont les informations qu'il a emmagasinées
et pour voir comment la prise de décision se prend. Vous avez la méthode des tables d'information. Vous présentez des matrices avec plusieurs options et le consommateur et plusieurs marques, et vous regardez comment le consommateur y décide. Est-ce qu'il y a des différences d'un consommateur à un autre? Est-ce que ce sont les mêmes attributs qui mènent à la même sélection d'une option parmi d'autres? Vous avez aussi la méthode des scénarios. Donc on fournit une courte description d'une situation, d'une personne ou d'un problème, et on leur soumet ensuite des questions. Est-ce que le scénario est artificiel? Est-ce qu'ils ont trouvé qu'il y avait des pièges dedans? Donc pour comprendre le processus de réflexion des consommateurs. Et à partir des réponses, on va essayer de comprendre comment les décisions sont prises. Et la dernière méthode, c'est l'imagerie cérébrale. Donc là, pendant que le consommateur il décide, il y a différentes manières plus ou moins intrusives de regarder le fonctionnement du cerveau pour comprendre quelle intensité est mise dans la sélection de la meilleure option. Donc, on arrive à la quatrième étape. Le consommateur, il avait un problème, il avait un besoin. Il a fait une recherche d'informations pour identifier les différentes solutions qui s'offraient à lui. Ensuite, il a sélectionné, selon différentes règles, l'option qui qui lui convenait le mieux. Et donc, arrive à la participation. La participation, c'est le côté consommation du produit ou de l'offre. Sur le plan sémantique, la participation, c'est issu du latin participare, et ça signifie prendre part à quelque chose. Donc, le consommateur, il prend part au projet de l'organisation, il va consommer le produit. 3 dimensions de la participation. Il y a la dimension financière, d'acheter le produit ou le service. Il y a la dimension créative, quand vous allez vous réapproprier le produit ou le service, ou que vous allez le customiser. Vous pouvez faire de la customisation en ligne, que vous allez apporter des idées à l'entreprise, que vous allez commenter votre nuit d'hôtel avec le réceptionniste, de ce qui va, ce que vous aimeriez en plus. Donc il y a cette dimension de créativité, de vous réapproprier donc la consommation. Et ensuite, la dimension sociale, donc c'est votre consommation, elle est partagée avec la société, avec d'autres individus. On parle de consomme-acteurs. Donc, vous pouvez partager en mettant un commentaire sur les réseaux sociaux, en demandant de l'information, en questionnant les autres consommateurs, en vous affichant avec le produit en face de vos pairs. Donc, il y a le côté social de la consommation. Donc, ce sont les 3 dimensions de la participation. Une fois que vous avez donc consommé ce produit, on arrive à l'étape d'évaluation. Vous allez évaluer tout votre processus de décision donc, suite à cet acte de consommation. Donc la satisfaction, il y a plusieurs recherches sur ce thème, notamment les recherches d'Oliver qui parlent de la satisfaction cognitive et de la satisfaction affective. L'idée, c'est que vous aviez en démarrant le processus de décision, le parcours client, vous aviez des attentes, et de regarder si le produit ou le service a bien répondu aux attentes ou a même dépassé ces attentes. Donc on va regarder quels étaient les écarts entre vos attentes et la consommation du produit ou du service. Autre approche, donc, c'est de regarder les dimensions de la satisfaction. Donc, que vous avez la figure ici, donc avec l'enregistrement, la ponctualité, le personnel de bord, nourriture et boissons, environnement, donc qui vont former la satisfaction du client. Donc, c'est l'idée de découper cette satisfaction en critères clés qui influencent cette dernière. D'un point de vue marketing, les recherches sur la satisfaction des clients, quelles sont les options? Il y a l'étude exploratoire. L'objectif est de découvrir les bénéfices les plus pertinents et les attributs qui sont associés. Donc comprendre quelles sont les dimensions de la satisfaction, comme la figure que vous avez ici. Ensuite, il faut valider ces dimensions auprès des gestionnaires et puis mener une enquête. On mesure le degré auquel les attentes des clients sont satisfaites au regard des attributs et des bénéfices, ainsi que la satisfaction globale. Il vaut mieux être précis, nettement en dessous des attentes, passablement en dessous des attentes, un peu en dessous,
à temps de combler, un peu dépassé, passablement dépassé, nettement dépassé. Donc une échelle de Likert en plusieurs points pour bien comprendre la satisfaction des consommateurs. Vous avez aussi une manière de mesurer la satisfaction des consommateurs, c'est d'utiliser une échelle qui a été développée par General Electric qui va de 1 à 10 et selon cette échelle de satisfaction, on estime que seuls les consommateurs qui mettent entre 8 et 10 sont vraiment satisfaits par rapport aux produits ou services. Donc c'est en une question, vous pouvez comme ça mesurer la satisfaction des consommateurs. Je vous remercie pour votre attention et je vous laisse maintenant, comme d'habitude, avec quelques questions pour pousser un petit peu plus loin la réflexion et retenir les points clés de cette capsule. À bientôt!